អង្គុយចុះ Le président. Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. La parole est à l'accusation pour la poursuite de l'interrogatoire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, nous étions en train de parler du moment où vous étiez à Bong-Trabek. Vous avez dit que vous étiez arrivé en novembre 1976 ou aux environs de cette date. Est-ce que sur place, vous avez revu les personnes qui se trouvaient dans l'avion qui vous avait emmené à Phnom Penh? Vous aviez parlé d'anciens militaires de la République khmer qui revenaient des États-Unis. Est-ce qu'à Bong-Trabek ou ailleurs, est-ce que vous les avez revus? Non. Est-ce qu'il y avait à Bong-Trabek à cette époque-là d'anciens diplomates qui s'y trouvaient? À l'époque, à Bong-Trabek, il n'y avait pas de diplomates rentrés de l'étranger. Est-ce que vous connaissiez le nom de code de Bong-Trabek en 76 et 77? À l'époque, je ne savais pas. Par la suite, on m'a indiqué le nom de cet endroit, mais je ne m'en souviens pas. Quelles étaient vos tâches de travail quotidien que vous deviez accomplir à Bong-Trabek? Et aussi, pourquoi vous avez dit tout à l'heure que les conditions de travail et de vie étaient si difficiles sur place? Quand j'étais à Takmau, j'avais le sentiment d'une lutte des classes et ce sentiment s'est intensifié. Est-ce que vous pourriez préciser ce que vous entendiez par le sentiment d'une lutte des classes? Comment ça se manifestait concrètement avec notamment le cadre du camp? Cette lutte s'est intensifiée et à l'époque, on nous disait que cela correspondait à la ligne du parti et que nous devions débusquer l'ennemi à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est au camp de Bong-Trabek que nous avons commencé à y réfléchir. Quand nous étions à Bong-Trabek, nous savions
qu'il y avait des cocotiers, des noix de coco qui étaient mûres. Certaines noix de coco tombaient par terre, mais on n'était pas autorisé à les ramasser pour les manger. Parce qu'on nous disait que cela n'était pas conforme aux principes définis par le parti. Donc la lutte s'est intensifiée et ceux qui avaient ramassé des fruits pour les manger se sont fait arrêter. Et ils ont aussi été convoqués à une réunion, à un rassemblement au cours duquel ils ont dû se remodeler dans le contexte de la lutte des classes. Au cours du rassemblement, les gens qui avaient ramassé des fruits se faisaient arrêter et critiquer par les autres. C'est ce qu'on appelait la colère dans le cadre de la lutte des classes. À votre connaissance, à ce moment-là, lors de ce premier passage à Bang-Trabek, comment était organisé le camp? Est-ce qu'il y avait différents groupes et aussi quelle était la structure hiérarchique au sein du camp? En réalité, il y avait une division hiérarchique en plusieurs groupes. Et ça fonctionnait comme dans le camp précédent. Il y avait un chef d'équipe et un chef d'équipe adjoint. Tous les intellectuels rentrés de l'étranger étaient désignés pour superviser différentes équipes et ils devaient faire rapport à l'encart et à l'autorité supérieure. Ceux qui étaient responsables de chaque équipe devaient faire rapport. Les responsables de chaque équipe devaient régulièrement faire rapport à la personne qui était en charge. Autrement dit, le chef d'équipe devait s'efforcer de complaire aux supérieurs. Du coup, une atmosphère de méfiance s'est installée entre les collègues et les amis. Et voilà l'ambiance qui régnait. Je peux souligner que l'atmosphère sur place était bien plus tendue qu'à K15. Quels étaient les cadres Khmer Rouge qui dirigeaient le camp de Bang-Trabek, et pouvez-vous nous donner des noms, les noms de ces cadres et peut-être aussi de certains des intellectuels sur lesquels ils s'appuyaient pour diriger le camp? Je me souviens d'un certain Sa Won, mais pas des autres cadres. Il faudrait pour cela que je consulte le livre. J'avais un ami d'étranger, Tri Mainwood, qui avait un doctorat en chimie, ainsi que Toi Kwipi, lequel avait étudié à Pékin. Lui avait fait des études en France avant de poursuivre ses études à Pékin, où il a obtenu un diplôme en médecine.
Est-ce que vous saviez à l'époque qui était le supérieur de Sovan? ខ្ញុំបាទគ្រាន់តែឮថាអង្គការប៉ុន្តែ J'ai seulement entendu parler de l'encart, mais j'ignorais absolument qu'est-ce qu'était l'encart et qui était l'encart. Durant ce premier séjour à Bang Trabek, est-ce que des personnes ont été emmenées hors du camp à cette époque et est-ce que c'était fréquent? Car នាំចេញនៅញឹកញាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំ Oui, souvent des gens étaient emmenés hors du camp. Je ne me souviens pas du nom de ceux qui se sont fait emmener, mais je peux dire que ça se produisait souvent, très souvent. Ça a été le dernier camp où on nous a envoyés avant que nous n'allions dans les terres rouges. Là, certains ont été emmenés, mais je ne me souviens que de quelques-uns d'entre eux, notamment Oyem Saroun, qui m'était apparenté par alliance, M. Humpton, Chupnau, ainsi que d'autres dont le nom ne me revient pas comme ça à chaud. Et dans quelles circonstances étaient-ils emmenés? Est-ce que on leur disait où ils allaient? Pour autant que je sache, aucune information n'a été donnée au sujet du transfert de ces gens. Quant aux membres de ma famille, le frère Roch Saren, j'ai pensé qu'il avait été transféré ailleurs parce que c'était l'ancien directeur de l'aéroport international de Pochentong. À l'époque, nous pensions qu'il allait se faire transférer ailleurs, compte tenu des fonctions qu'il avait occupées auparavant. Est-ce qu'à ce moment-là, au camp de Bang Trabek, se trouvait quelqu'un dénommé Kun David? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Kun David Kun David était l'un de mes amis, mais je ne me souviens pas bien des événements. Je ne sais plus bien s'il a été emmené du camp de Bang Trabek ou de K15. Par la suite, j'ai appris que son nom figurait dans une liste de S21. Et M. Krinlin, est-ce que vous l'avez jamais vu dans l'un de ces sites ou dans un de ces camps? Krinlin. Monsieur Kringlin, je l'ai vu la dernière fois à Bang Trabek. D'après mes souvenirs, à l'époque, Poum avait convoqué une réunion générale à l'imprimerie près de Bang Trabek, et après cette réunion générale, il a été emmené. Poum est arrivé avec deux autres officiels. Ils l'ont
emmené. Je l'ai ainsi rencontré ce jour-là pour la première et la dernière fois. À quel titre Poum avait convoqué une réunion? Vous avez dit tout à l'heure que c'était Sovan qui dirigeait Bang Trabek. Donc pourquoi Poum avait convoqué une réunion lorsque vous étiez à Bang Trabek? Je n'ai pas non plus compris, mais Poum était chargé de nous superviser à K15. J'ignore pourquoi il a convoqué cette réunion, cette fois-là, mais d'après mes souvenirs, à l'époque, à la réunion, Poum a affirmé que lui-même était terrifié car il y avait une lutte interne au sein du parti. Cela m'a rappelé le régime d'Hitler, car à cette époque-là, les gens s'entretuaient. Merci. Vous avez mentionné être parti ensuite vers les terres rouges ou des Graham. Pourriez-vous nous dire à peu près combien de temps vous avez passé sur place et où ça se trouve au Cambodge? Nous sommes partis pour les terres rouges en décembre 1976. Je suis resté là-bas deux ou trois mois avant la chute du régime du Kampuchea démocratique. Je ne me souviens pas de la date exacte. Donc, si j'ai bien compris la traduction, à partir de décembre 1976 jusque 2 ou 3 mois avant la chute du régime. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous êtes parti aux Terres Rouges et qu'est-ce qu'on vous a fait faire une fois sur place? Que deviez-vous faire? Quand je suis arrivé à Bang Trabek, j'y suis resté peu de temps. Ensuite, on nous a demandé de rédiger notre biographie et notre nom figurait dans la liste de ceux envoyés aux Terres Rouges. On devait inscrire son nom dans cette liste. On m'a demandé de le faire, je ne sais pas pourquoi. On m'a dit qu'il fallait se porter volontaire. Au Khmer Rouge, il y avait beaucoup de fruits, des pommes de terre, du manioc et autres. Ils nous ont donc demandé de nous porter volontaires pour y aller. Et le frère Rung Sarin a été le premier à se porter volontaire pour s'inscrire. Il m'a demandé de m'inscrire moi aussi. À l'époque, j'étais très prudent. On nous racontait de belles histoires, mais je me disais qu'il y avait peut-être anguille sous roche et je conservais certains soupçons. J'ai fini par m'inscrire avec d'autres dans cette liste des gens à être transférés vers les Terres Rouges. Et avant de revenir à vos activités sur place, pouvez-vous nous dire où s'étaient situées les Terres Rouges au Cambodge? Dans quelle région, s'il vous plaît?
ធ្វើដំណើរទៅយប់ហើយគេប្រាប់ខ្ញុំ Nous sommes partis le soir. Ceux qui connaissaient la géographie m'ont dit que c'était près de Stung Trung. Quand on est arrivé aux Terres Rouges, on a dû passer par une plantation d'EVA. Le lendemain, nous sommes arrivés au bureau 17. Ensuite, nous avons rencontré le dénommé Khan ainsi que d'autres, lesquels étaient venus nous accueillir. ធ្វើការខ្សឹបប្រាប់ថាគេធ្លាប់ Ils nous ont dit avoir connu de hauts dirigeants en grand nombre comme Oyoun, ainsi que des ministres du régime précédent, lesquels avaient habité sur place. Je suis donc arrivé là-bas. Il y avait là-bas B20 et B70. Il y avait un bureau pour les cadres et un autre bureau B18. L'endroit se trouvait dans la forêt. C'était au-delà de la plantation d'EVA, mais j'ignorais absolument l'emplacement géographique exact. Je ne peux donc pas être plus précis que cela dans ma réponse. Et donc, en très bref, en quoi consistait votre travail sur place? Le premier travail consistait à défricher pour planter des pommes de terre. Est-ce que sur place, pouvez-vous nous dire comment était la discipline et aussi si des gens ont disparu de cet endroit? Dans les terres rouges, en général, les conditions de vie étaient un peu meilleures, car nous avions accès à des pommes de terre et à d'autres plantes. Nous pouvions nous déplacer librement. Nous avions accès à des ruisseaux, à de l'eau. Donc, dans l'ensemble, les conditions de vie étaient meilleures qu'à Bang Trabek. Pour ce qui est des cadres et des responsables Khmer rouges, là-bas, ils étaient plus polis et ils nous traitaient de manière plus amicale. C'était la première fois que nous bénéficions de ce type d'hospitalité et que nous recevions un traitement correct. Le premier jour de notre arrivée aux Terres Rouges, certains ont été emmenés. Il y a eu un incident dont j'ai gardé la mémoire jusqu'à ce jour. C'est que 2 neveux et nièces de Yang Sari et Yang Tirit ont été emmenés. Ensuite, Hom Sokung, lui aussi, s'est fait emmener, mais séparément. En à peine une semaine, 3 personnes ont été emmenées des Terres Rouges. Sokum avait été ingénieur en France. Il était dans le bâtiment pour les internationaux. Quand il s'est fait emmener, il m'a vu et il a pris congé de moi. Ensuite, d'autres aussi ont été emmenés. À chaque fois qu'ils emmenaient des gens,
ils nous demandaient de préparer à manger, du poulet par exemple, des victuailles pour ceux qui partaient. On leur offrait donc du poulet, de bonnes choses à manger pour leur départ. C'était un geste d'amitié envers eux. D'après mes souvenirs, une centaine de personnes ont été emmenées durant mon séjour sur place. J'ignorais où ces gens étaient emmenés. Est-ce que vous savez si les neveux et nièces de Yengtirit et Yengsari figuraient parmi ces 100 personnes qui ont disparu, ou bien les a-t-on retrouvés par la suite? Đểខ្ញុំដល់ហើយទៅដល់ពួកយើងខ្ញុំចេញពីដីក្រហមមកវិញ Quand nous avons quitté les terres rouges, nous sommes allés travailler au bureau de Tuolsleng. Nous avons vu le nom de certains Cambodgiens rentrés de l'étranger, mais je n'ai pas retrouvé le nom de ceux qui avaient été emmenés des terres rouges. Je m'interrogeais, je me demandais où ces gens avaient été emmenés. Nous savions qu'ils avaient disparu, mais par la suite nous avons découvert que seuls 2 d'entre eux avaient survécu. La nièce de Madame Yengtirit qui a survécu jusqu'à ce jour, il y avait 2 nièces, quant au reste, ils étaient morts. Mais donc à l'époque, vous ne le saviez pas, hein, c'est bien ça. À la fin de votre séjour aux Terres Rouges, est-ce que on vous a dit si vous étiez maintenant enfin rééduqué? Est-ce qu'au bout de ces longs mois, est-ce qu'on a évalué le niveau de votre rééducation, ou avez-vous dû continuer encore votre rééducation ailleurs? Permettez-moi de préciser les choses. Quand nous avons appris la disparition de certaines personnes aux Terres Rouges, en 1979, quand j'étais transféré au bureau de S21 pour y travailler, il y avait un ancien médecin qui avait travaillé avec les Khmers rouges. Il nous a dit que mes amis avaient été exécutés dans la forêt de Prey Kong. Je ne l'ai pas cru. En fait, Prey Kong se trouvait à une demi-heure de route des Terres Rouges. Et je me suis demandé pourquoi ils avaient tué ces gens. Je n'arrivais pas à y croire. Ensuite, en 2000, je suis allé là-bas avec Henri Locard. Et avec un photographe. J'ai aussi emmené mes enfants. Et j'ai interrogé les gens qui habitaient sur place, et ils nous ont dit eux aussi que Prey Kong était un endroit qui était resté notoire pour les exécutions de Cambodgiens qui avaient eu lieu. Ils nous ont montré certains objets mais je ne savais pas exactement de quoi ils en retournaient, ni où les gens avaient été exécutés exactement. Parmi ceux qui ont disparu des Terres Rouges, eh bien, tous sont morts, sauf 2 nièces de Yengsari.
Et jusqu'à ce jour, je ne sais pas où ils ont été emmenés, ni où ils ont été exécutés. Pourriez-vous répéter la deuxième partie de votre question? Oui, je voulais savoir si, à la fin de votre séjour aux Terres Rouges, de votre travail aux Terres Rouges, est-ce que les cadres Khmer Rouges ont considéré que vous étiez rééduqué ou bien est-ce que vous avez encore été transféré ailleurs pour poursuivre votre rééducation? Réponse. Après ce que je savais, d'après ce que j'ai su à l'époque, on nous a dit l'Ankar a besoin de vous, frères, vous devez rentrer à Phnom Penh. Et c'est comme ça que nous nous sommes retrouvés sur la route de Phnom Penh en camion. Et donc on n'a pas terminé les phases de session d'études, de rééducation. Et à Phnom Penh, qu'est-il arrivé? Où vous a-t-on conduit? Réponse. Lorsque nous sommes arrivés à Phnom Penh, après être descendus du bateau près du palais royal, on nous a emmenés dans une maison où des ingénieurs coréens et japonais avaient séjourné antérieurement près de Wop Nun, et il y avait une jeep qui nous a emmenés jusque-là. Donc c'était l'association en fait de Ieng Sary, et ils nous ont dit que Ieng Sary lui avait donné l'ordre d'aller nous emmener, nous reposer dans cet endroit. Il était déjà tard le soir. Est-ce que vous êtes resté là jusqu'à la fin, jusqu'au moment où les Vietnamiens sont arrivés, ou bien c'était juste temporaire et vous avez poursuivi ensuite votre route? Nous n'y sommes restés qu'une seule nuit. Cependant, au cours de cette nuit-là, Ieng Sary est venu nous rencontrer, mais je dormais à ce moment-là. Il a rencontré d'autres personnes qui m'ont ensuite dit que Ieng Sary était venu nous rencontrer, qui nous a demandé où nous étions au cours des années écoulées et qui nous avait envoyé avec Home et quelle était la situation avec Home, donc aux Terres Rouges. Et donc, c'était une conversation à bâton rompu avec certains d'entre nous, de frère à frère. Merci. Et donc, après cette nuit-là, où avez-vous été affecté? Réponse. Après ce soir-là, nous avons été envoyés à Ban Trak Bay. D'abord, on nous a fait rester à B30. Il y avait les sections B32 et B31 au sein dans l'enceinte de Beng Trabeng. Ces dénominations, est-ce que ces dénominations existaient déjà avant, ou bien est-ce que c'était de nouvelles dénominations? Et qui travaillait dans ces trois différentes sections, B30, B31, B32 à l'époque?
L'organisation était quelque peu différente de ce qu'elle était lors de mon séjour précédent, c'est-à-dire avant d'être envoyé à Take Home. On nous a dit que notre groupe était sous la direction de Ieng Sary. Et vous apparteniez alors à ce moment-là, est-ce qu'on vous a placé dans B30, dans B31 ou B32? Et avec quelle catégorie de personnes? J'ai été placé à B30 pendant un certain temps, puis j'ai été transféré à B32, où je me suis retrouvé avec les anciens diplomates. À ce moment-là, on m'avait dit que je m'étais rééduqué lors de mon séjour à Bethraum, ce qui expliquait pourquoi j'avais été transféré et hébergé avec le groupe diplomatique. Et à B30, parfois, les gens étaient transférés vers B31 et puis étaient envoyés pour travailler à B4. Cela signifiait qu'ils ne s'étaient pas encore rééduqués. Et les cadres Khmer Rouge qui dirigeaient Bang Trabek se trouvaient dans B30, B31 ou B32? Réponse. Je ne me souviens pas s'il y avait d'autres cadres Khmer Rouge, mis à part Ieng Sary et ses proches. De temps à autre, il nous apportait du poisson et d'autres aliments. Et donc, en fait, il a assuré que nous ayons une nourriture suffisante, les conditions de travail étaient beaucoup moins intensives et les jeunes dont les parents diplomates avaient été tués étaient préparés pour faire des études afin de pouvoir recevoir les autres étrangers qui venaient visiter le Cambodge. Et donc la situation à ce moment-là semblait avoir changé. Nous n'étions plus forcés de travailler aussi dur que possible, quoique nous ayons toujours à travailler, mais les conditions étaient beaucoup moins intensives. Est-ce qu'au moment où vous revenez alors à Bang Trabek, Sovan, qui dirigeait Bang Trabek à l'époque, était-il encore là? Réponse. J'ai entendu parler de lui, soit qu'il avait été arrêté par l'Ankar lors de mon arrivée. J'avais entendu ça, c'est-à-dire que l'Ankar l'avait emmené. C'est ce que j'ai entendu dire. Est-ce que vous avez assisté, participé à des réunions avec Ieng Sary lorsque vous étiez à Bang Trabek? Réponse. J'ai participé à 2 réunions. Commençons par la première. À quel endroit a eu lieu cette réunion et à peu près combien de temps après que vous soyez arrivé à Bang Trabek? Réponse.
Ça s'est déroulé dans une salle à Bangtra Bay. C'était une réunion d'une seule journée. Je ne me souviens pas exactement du moment de la journée, mais c'était une réunion qui a duré une journée. Et qui à l'époque a assisté à cette réunion? Est-ce que c'était l'ensemble des personnes qui travaillaient à B30, B31 et B32? Réponse. La première réunion, si j'ai bon souvenir, était une réunion ouverte à tous, donc B30, B31 et B32, et ceci afin qu'ils puissent faire son exposé. Et c'était également la première fois, avant mon transfert à B32, la première fois que j'ai pu voir des anciens diplomates que je connaissais auparavant, comme Sonny Chan, J.S. Mood, Han Hun, etc. Et c'est à cette réunion-là que je les ai rencontrés. Et Ieng Sary a fait un exposé. De quel sujet particulier vous souvenez-vous qu'il ait parlé à ce moment-là? Réponse. Le thème dont je me souviens lors de cette première réunion portait sur la situation en cours au Cambodge. Ensuite, il nous a parlé de la résistance contre le Vietnam. Je me souviens clairement de ce thème et il nous a dit ne vous inquiétez pas, il est certain que nous allons gagner. Est-ce que l'aspect sécurité a été abordé? Est-ce qu'il aurait parlé de traîtres? Réponse. Il a parlé des traîtres, mais je ne me souviens pas exactement s'il en a parlé lors de la première ou lors de la deuxième réunion. Il a parlé de la sécurité, des arrestations, et à ce moment-là, il a parlé de To Deep. Avant d'aller à Dekahom, 7 personnes étaient membres du comité de Bangtra Bay. Et Wan Bini, que je connaissais depuis longtemps, depuis mon séjour à Paris, avait été impliqué ou mis en cause dans 2 documents. Et il nous a dit que pour que quelqu'un puisse être accusé, il fallait qu'il y ait au moins 3 documents de mise en cause. Mais à ce moment-là, moi, je ne connaissais rien de ces documents de mise en cause. Il a également dit qu'il défendrait nos camarades issus de l'étranger parce qu'il a dit qu'il ne voulait pas croire que nous puissions tous être des traîtres. Et qu'il défendrait notre groupe venu de l'étranger, disant qu'il nous défendrait toujours. C'est ce dont je me souviens. Si j'ai bien entendu votre dernière phrase, il a dit, vous me corrigez si c'est faux, que tous les intellectuels revenus de l'étranger n'étaient pas donc tous des traîtres. C'est ça que j'ai entendu ? Réponse.
Oui, Ieng Sary a dit cela. Il a dit qu'il leur avait toujours dit, donc d'autres personnes, qu'il n'était pas possible que tous les gens qui revenaient de l'étranger aient pu être des traîtres. Concernant Van Pini, vous avez parlé du fait qu'il avait été mis en cause dans plusieurs documents. Est-ce que Ieng Sary a dit si cette personne avait fait l'objet d'une arrestation? Réponse. À cette époque, alors que j'étais dans la Réunion, je n'étais pas au courant de l'existence de S21, donc je ne savais pas vraiment ce que tout ça signifiait. Tout ce que je savais, c'était que Van Pini avait été mis en cause dans 2 documents. Je ne savais pas quels étaient ces documents. Je ne connaissais pas la signification de cette déclaration. Est-ce que Ieng Sary a parlé d'accusation contre ce Van Pini et de quoi il était accusé, ou bien n'en a-t-il pas parlé? Réponse. D'après ce dont je me souviens, Ieng Sary a seulement dit qu'il y avait 2 documents qui le mettaient en cause. Je n'ai pas souvenir qu'il ait dit autre chose à ce sujet. En ce qui concerne Totipei, il a dit que Totipei était un membre du Kuomintang, payé par le Kuomintang. Lorsque vous aviez quitté Bong Trabek pour les Terres Rouges, donc Sovan était toujours à la tête, et quand vous êtes revenu, il n'y était plus. Est-ce que vous avez jamais entendu Ieng Sary, lors de ces différentes réunions, parler de Sovan et du sort qui lui avait été réservé? Oui, je me souviens que Ieng Sary a dit que Savon était un traître. Est-ce qu'il a précisé de quel type de traître il s'agissait? Réponse. À ce moment-là, je n'avais pas envie d'en savoir plus et je ne savais pas que si une personne était accusée de trahison, elle serait emmenée et exécutée. Je n'avais pas saisi la situation, je n'étais pas au courant des assassinats. Est-ce que lors de ces réunions, vous auriez entendu Ieng Sary parler d'autres personnes, faire des commentaires par exemple sur Lin Sirivut? Réponse. Je ne suis pas sûr si ce sont des amis ou des tiers qui m'en ont parlé, mais on m'a dit que Lin Sirivut avait rejoint un réseau de la CIA. Alors ça me semblait quelque peu exagéré à moi personnellement, mais j'ai entendu formuler cette accusation à ce moment-là, mais je ne serai pas en mesure de vous dire qui m'en a parlé.
Lynn Serrewood avait été accusé d'être un agent de la CIA et Lynn Serrewood, en fait, était un cousin de Son Se-kun. Mais je n'avais pas une vue claire de la situation à l'époque. Et avant d'aller à S-21, je n'avais pas réussi à saisir la situation. Je ne pouvais pas m'imaginer que ces gens étaient emmenés pour être exécutés. Merci. Oui, je vous demandais bien de faire la distinction donc, entre ce que vous avez entendu dire Ieng Sary et ce que vous avez constaté par la suite. Dernière chose, monsieur le témoin, concernant le thème du Vietnam, vous souvenez-vous de ce que Ieng Sary a dit lors de cette réunion-là ou lors de la suivante? Réponse. Pas grand-chose à ajouter. Ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que l'on devait s'engager dans une bataille intense avec le Vietnam. Mais je ne peux pas ajouter quoi que ce soit. C'est tout ce dont je me souviens. Durant cette période et jusqu'au moment où vous avez dû quitter Phnom Penh, avez-vous continué alors à travailler à Bang Tra Bec? Réponse. Dans la soirée du 6 janvier, au matin, je m'en souviens clairement, Sorong est venu nous dire de nous préparer pour quitter Bang Tra Bang. D'abord, il nous a dit que les hommes partiraient en premier lieu pour une période temporaire. Donc, nous nous sommes préparés à prendre le départ. Et dans la nuit du 6, nous sommes allés à la gare, mais il n'y avait pas de train. Donc on est rentré à Bang Tra Bec. Et le matin du 7, nous sommes tous partis, les hommes, les épouses, les membres de la famille, et nous avons été emmenés à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge. C'est comme ça que ça s'est passé, mais pendant le trajet, j'entendais les explosions à Phnom Penh. Le train avait été bloqué sur la voie. On a attendu longtemps, mais au bout du compte, le train n'a pas réussi à aller plus loin. Donc, on nous a dit de continuer à pied et de vivre dans les coopératives. On a donc été dispersés dans les différentes coopératives. C'était près de la voie ferrée, à Romikrai, mais je ne me souviens pas exactement du nom du lieu. Merci. Alors, toute dernière question, monsieur le témoin. Au moment où vous quittez Phnom Penh en train et vous devez transiter par ces coopératives, est-ce que Ieng Sary était avec vous ou avait-il déjà quitté Phnom Penh? Réponse.
Non, il n'y avait aucun responsable Khmer Rouge avec nous. Il n'y avait que nous, c'est-à-dire les Cambodgiens revenus de l'étranger. Il n'y avait aucun représentant de l'ANCAR, personne qui se soit chargé de nous. Et donc, nous nous sommes répartis en petits groupes et nous sommes allés vivre dans les différentes coopératives, simplement pour assurer notre survie. Merci infiniment d'avoir répondu à toutes mes questions, Monsieur le témoin. Monsieur le Président, j'en ai terminé avec mes questions. Je laisserai donc la place au Parti civil demain matin. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le procureur, Monsieur le coprocureur plutôt. Merci, Monsieur le témoin. Le moment est venu pour lever l'audience pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons demain le 9 août 2012 à partir de 9 heures et nous continuerons à entendre le témoignage de Anton Hun qui sera interrogé par les co-avocats des partis civils le matin et pendant l'après-midi par l'équipe de la défense, d'abord celle de Nungea. Monsieur, votre témoignage n'est pas encore terminé. Nous vous invitons donc à revenir demain pour la poursuite de votre audition. Monsieur l'huissier de séance, veuillez s'il vous plaît apporter une assistance en collaboration avec l'unité. Faire en sorte qu'il puisse revenir ici demain matin. Veuillez ramener, messieurs de la sécurité, l'accusé au centre de détention et faire en sorte qu'il soit de retour dans le prétoire pour 9 heures demain matin. L'audience est levée.